Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Aujourd'hui, nous allons prendre un grand bain de couleurs avec le critique d'art Christian Schmitt qui publie un magnifique ouvrage consacré à Chagall et à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Autre livre, celui d'un passionné, Monsieur Cigogne, qui publie un premier ouvrage photographique autopublié, Balade avec une cigogne blanche. Nous pousserons également les portes d'une toute nouvelle librairie qui a fleuri à Château-Salins, le Roseau Pensant. Marjorie, sa libraire, nous dira quel roman nous mettre sous la dent, tout cela sans oublier nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, retrouvons le rhombasien Murat Öztürk. Le pianiste, compositeur, arrangeur vient de sortir une petite merveille d'album de jazz, Ayna, un album dont il va nous livrer les secrets et même nous interpréter un extrait. Bienvenue dans la boîte à malice. Murat Öztürk, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Nous sommes chez toi. Tu es musicien, pianiste, compositeur, arrangeur et tu viens de sortir un tout nouvel album, merveilleux album, Ayna, un album de jazz extrêmement délicat, enveloppant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en écoutant tous ces titres. Première petite question au sujet de cet album, Ayna. Je suis allée taper un peu sur Google. J'ai vu que c'était un prénom, mais j'ai vu également qu'en japonais, ça signifiait amour et en malgache, ça signifiait vie. Mais alors, pour Murat Öztürk, qu'est-ce que ça signifie Ayna ? Ben, écoute, moi, j'avais pas ces significations-là quand j'ai voulu appeler cet album Ayna. J'avais une signification plutôt perse. Qui, en fait, le mot voulait dire, alors si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, reflet, miroir. D'accord. Et c'est ce qui me plaisait dans ce nom, au-delà de la sonorité du mot que j'adore, Ayna. Et quand j'ai vu effectivement que ça voulait dire vie, etc., je me suis dit, mais oui, c'est le meilleur titre que je puisse trouver pour cet album, donc absolument. C'est vrai qu'il y a une ambiance, je le disais, c'est extrêmement délicat, enveloppant, intimiste, et rien qu'en lisant le nom des titres de l'album, on a par exemple La vie rêvée, Spirale, Travelling, Intérieure nuit. Tout de suite, un peu le ton est donné. Toi, dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as composé ? Eh bien, tu vois, par exemple, Travelling, Intérieure nuit, ce sont aussi des termes qui sont liés au cinéma, à l'image. Et en fait, je crois que je me projetais des images. En fait, je courais après des images que je me créais en moi. Il y a aussi un titre qui s'appelle Polar, par exemple. Donc, je crois que j'avais des images plutôt noir et blanc. D'ailleurs, l'album est en noir et blanc, tu vois, sans vraiment pouvoir te dire quelle image exactement. Mais j'étais plutôt dans une humeur un peu comme ça de cinéma. Ça veut dire que tu composes peut-être un peu chaque chanson comme une scène de film, ou que tu l'imagines comme un film, ou peut-être d'ailleurs même en imaginant que ces titres pourraient illustrer peut-être, pourquoi pas, un film d'un réalisateur ? Mais c'est ça, en fait, j'imaginais des scénettes de films, des ambiances, des humeurs. J'ai voulu que chaque titre soit justement des scènes différentes d'un film voilà, qui s'appellerait Ayna. Tu vois, tu parlais de la notion de miroir, est-ce que ça veut dire aussi que il y a une histoire de reflet aussi? Est-ce que du coup tu as joué avec ça, avec une part de toi aussi peut-être qu'on ne connaît pas? C'est quelque part, oui, j'imagine, c'est une question difficile, mais en tout cas j'ai voulu être sincère. Là, ce que je sais, c'est que j'ai vraiment voulu être sincère sur cet album-là. Et donc cette idée de miroir, je pense que voilà, on se regarde dans un miroir et
on est vrai, quoi. On ne peut pas mentir, quoi. Je n'ai pas voulu mentir sur cet album-là. Donc effectivement, donner le meilleur reflet de moi-même. Oui. Un album 100% jazz, on te retrouve au piano, et puis avec deux compères, Thomas Bramery à la contrebasse et Franck Agulon à la batterie. Quand on pense au mot jazz, souvent on pense à improvisation. Est-ce que tu leur as laissé carte blanche, ou est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de très écrit cette fois ou pas? Quand tu joues avec des musiciens comme Thomas et Franck, si tu veux, je donne un cadre. Voilà mon cadre, voilà ma mélodie, voilà les accords, etc. Voilà ma couleur. Ouais. Faites-en ce que vous voulez. Et je leur laisse complètement carte blanche. Ce serait quelque part gâcher leur talent si je leur donnais trop d'indications, si tu veux, tu vois. Et cette musique-là a besoin pour respirer, voilà, de liberté, quoi. Donc, l'espace de liberté que je leur ai donné, ils l'ont pris et ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Alors Alicia, ici on est dans mon home studio, c'est là où je travaille, où j'essaie de mettre en place mes idées musicales, où j'essaie de concevoir mes albums, etc. Et par exemple, si tu veux, sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Aïna, et tout d'un coup j'ai eu ce motif-là. Voilà, je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ça, et tout d'un coup j'ai développé... Alors, tu vois, là, c'est enregistré, par exemple, sur mon logiciel, cette idée-là. Et après, je me dis, tiens, qu'est-ce que peut faire le contrebassiste dessus? Hop, ça, c'est la contrebasse. Donc, ce sont des sons de contrebasse qui me permettent d'imaginer déjà comment va sonner une vraie contrebasse. Et je me dis, tiens, je vais essayer d'enregistrer là-dessus. Allez, j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose comme ça. Et puis enfin, ben, je pense à mon ami Franck. Je dis, tiens, Franck, peut-être qu'il va pouvoir jouer, tu vois, des cymbales. Et pareil, j'enregistre. Pour revenir peut-être à ton parcours, alors il faut savoir que tu es originaire de Romba. Ton père est d'origine turque, ta mère d'origine italienne. Est-ce que ça a influencé peut-être inconsciemment ou consciemment ta manière d'appréhender la musique? Alors, il n'y a pas de musicien dans ma famille, ouais. Ni mon père, ni ma mère, ni qui que ce soit. D'ailleurs, je suis un petit peu l'extraterrestre de la famille. Mais il y avait beaucoup de musique. Ouais. C'est-à-dire que toute mon enfance, j'écoutais de la musique à la radio, alors de la musique. De la chanson, mais bien sûr de la chanson italienne, napolitaine particulièrement, de la chanson turque, traditionnelle. Donc toutes ces sonorités-là, c'est beaucoup dans mes oreilles étant gamin. Et alors peut-être qu'il y a un côté, tu sais, dans ces musiques-là, notamment la musique napolitaine, tu as quelque chose de très lyrique, de très poignant, de très mélodique, de très passionné. Ce côté même parfois romantique, ce côté... Je dois tenir ça de quelque part de... Oui, ça vient peut-être d'Italie, de Turquie, où il y a... Et ça me va tout à fait, tu vois, ça me va tout à fait. Et pour cette patte jazzy, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure comme ça, en parlant de cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es tourné vers le jazz? Bon, alors moi déjà, j'ai commencé la musique assez tard, et pas du tout par le jazz. Moi, je voulais être guitariste de rock. Je voulais être chanteur, guitariste, je voulais faire des stades de rock. Voilà, bon. Donc j'ai commencé par la guitare, etc. Le jazz, je ne connaissais absolument pas, le jazz. Mais c'est vraiment autour de 20 ans. Un ami à moi m'a dit, mais écoute, tu devrais écouter aussi du jazz. Tiens, je te fais écouter John Coltrane. Je découvre un peu cette musique-là, mais autour de John Coltrane, il y avait McCoy Tanner, il y avait plein d'autres pianistes, etc. Donc je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Qu'est-ce que c'est que cette sonorité? C'est là que j'ai commencé à tirer le fil. Donc, Michael Tyner, Bill Evans, Oscar Peterson, Keith Jarrett. J'ai découvert, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et je me suis dit, mais c'est un monde extraordinaire, des sonorités, cette improvisation, cette liberté. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à approfondir cette musique et à travailler cette musique et à essayer de commencer à inventer des choses autour de cette esthétique-là. D'accord, oui. Donc si je te dis pourquoi le jazz, en fait, c'est quoi? C'est la liberté, c'est ça peut-être? Ouais, c'est la liberté.
Pour clore cet entretien, qu'est-ce que tu me dirais pour convaincre les téléspectateurs de se le procurer, ou peut-être pour toi, en quoi il est essentiel cet album? Pourquoi se procurer cet album? Ben écoute, tu as commencé l'interview en parlant de tendresse, de délicatesse, de lyrisme, de tout ça. Ben, moi je crois qu'on en a besoin, non? Un petit peu. Donc moi j'ai l'impression qu'on en a besoin, en tout cas. Si vous qui écoutez l'interview en avez besoin, ben allez-y. Moi, je le confirme. Voilà. Ouais, je le confirme, c'est un album qui fait énormément de bien à se mettre entre toutes les oreilles. Aïna de Murat Öztürk. On peut le télécharger partout sur les plateformes de téléchargement. Allez faire un tour sur ton site internet. C'est ça, absolument. Mon site internet, sur les plateformes. Mais voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation. Et notez que Murat Öztürk mène d'autres projets en parallèle, comme Ose, un projet de chanson française pour lequel il est auteur, compositeur, interprète. C'est aussi un brillant arrangeur. Il a d'ailleurs tout dernièrement collaboré au dernier album de Jérôme Anthony. Bref, suivez-le vivement sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à pousser les portes d'une toute nouvelle galerie dans le paysage de Bitche, la galerie Bitch & Art, qui a quelques mois seulement et qui dévoile en ce moment sa 3e exposition. Elle est consacrée à la peintre allemande Philomena Höll, une exposition que vous pouvez découvrir encore jusque samedi et que nous détaillent nos confrères de Mosaïque Cristal. De grandes toiles colorées vont venir couvrir ces murs et des plus petites seront sous verre. Sur ces tableaux, on observe des explosions de couleurs, de grands espaces et surtout de la spontanéité dans la composition et les mouvements des pinceaux. D'encore plus près, on décèle du relief grâce à la superposition de plusieurs couches. L'artiste, née en Bulgarie, évolue d'abord comme musicienne, mais la peinture l'aura toujours animée, si bien qu'elle expose depuis 1993. Peu importe le support finalement, on ressent ses émotions. Vous pouvez admirer ses œuvres du mercredi au samedi de 14h à 18h. L'entrée est libre. Une exposition dont vous pouvez encore profiter jusqu'à samedi. Dépêchez-vous. Ça se passe donc à la galerie Bitch & Art à Bitche. Et dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve également une invitation à donner un coup de pouce, à soutenir le réalisateur Kevin Folézou, le Lorrain Kevin Folézou, que l'on a déjà reçu dans la boîte à malice. À 3 reprises, ses courts-métrages réalisés pour le Nikon Film Festival ont été sélectionnés parmi les 50 finalistes. On se souvient de Tambouille, dans lequel il mettait notamment en scène Daniel Prévost. Son film Hope a quant à lui été sélectionné dans une quinzaine de festivals à travers le monde et a décroché de nombreux prix. Et aujourd'hui, le réalisateur Kevin Folézou souhaite participer au festival de court-métrage proposé par la marque Nikon. Pour cela, son film ne doit pas excéder 2 minutes 20. Par ailleurs, le thème imposé cette année est le rêve qui lui a inspiré le film Talbot. Alors, quelle en est l'histoire et quels en sont les enjeux? Regardez. Talbot, c'est l'histoire d'un repas de famille, en apparence de tout ce qu'il y a de plus normal. Mais qui va se voir perturbé par l'intrusion d'éléments étranges, voire un peu gênants. Comme dans un rêve ou un cauchemar. Tout le monde continue comme si de rien n'était, sauf une personne. C'est cette jeune femme, notre héroïne. Elle semble être la seule à percevoir tout ce qui se passe d'étrange dans cette pièce. C'est un film qui parle du déni. C'est assez métaphorique, tout le monde pourra y mettre un petit peu sa propre perception. C'est le fait de se mettre dans une autre réalité. Pour affronter les différents drames de la vie. Un deuil, une famille qui se divise, une catastrophe écologique. On refuse de voir la réalité en face, quitte à se réfugier dans une réalité alternative. Donc c'est un film qui représente plusieurs challenges au niveau de la décoration, de la lumière, des comédiens. J'ai jamais eu l'occasion de jouer dans l'eau, quoi. On est parti à Pornic, tourner dans l'eau froide à 16 degrés. C'est un film qui est visuellement exigeant. Pour moi, c'est un projet très ambitieux. Il reprend tous les codes du film de genre. On va essayer de mettre un peu d'un effet d'orage, de brume, on aura un effet de goutte de pluie qui va passer à travers les fenêtres, qui va venir se dessiner sur le visage des acteurs. Ce qui impose une lumière tout à fait particulière. On ne sait plus si on est dans la réalité ou dans un univers complètement fantastique. C'est un défi.
Alors voilà, comme vous le voyez, le tournage du film a commencé dans des conditions même plutôt extrêmes. Il se poursuit en ce moment et tout cela coûte très cher. C'est la raison pour laquelle Kevin Folezou et toute l'équipe font appel à vous via un site participatif, Ulule. Vous aurez droit à de nombreuses contreparties et vous allez pouvoir participer, vous aussi, de cette façon à la création de ce film. Et toute l'équipe pourra, elle, de son côté, ainsi travailler dans les meilleures conditions possibles. Allez faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran. On peut vraiment leur faire confiance et on a hâte de voir le résultat. Intéressons-nous maintenant au critique d'art Christian Schmitt, qui s'est toujours intéressé à la peinture, un amour qui lui a été transmis par son frère, le peintre Jean-Louis Trévis, dont il a suivi le parcours tout au long de sa carrière et jusqu'à son décès en 1998. Depuis, Christian Schmitt ne cesse de nous faire découvrir des artistes pour lesquels il se fait également critique. On lui doit également plusieurs ouvrages consacrés aux grandes figures qui ont réalisé des vitraux pour la ville de Metz. On pense à Jean Cocteau pour l'église Saint-Maximin, à Jacques Villon, Roger Vissière pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz et aujourd'hui à Marc Chagall, lui aussi pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Un ouvrage magnifique vient d'être publié aux éditions des Parèges et Christian Schmitt nous en dit plus. En 1958, lorsque Marc Chagall se trouve sollicité pour réaliser quelques vitraux de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, ce sont des parties relatives au déambulatoire qui lui sont attribuées. Des espaces sombres, difficilement visibles, peu valorisants, que le peintre transcende néanmoins. Car son génie réside bel et bien dans la couleur, qui fait de lui l'un des plus grands coloristes de France. Il a joué sur deux couleurs ici, dans le déambulatoire, deux couleurs importantes. On voit le bleu profond et le rouge agressif. Alors pourquoi ces deux dominantes, ces deux couleurs fortes? C'est pour égayer ce passage. Un passage qui n'est pas éclairé, qui est pratiquement aveugle. Oui. Sans l'éclairage artificiel, il serait totalement aveugle. Oui. Donc il a usé de son talent de coloriste pour égayer, pour donner, c'est le cas de le dire, de la couleur dans un espace où il n'y en avait pas, oui, et de la lumière surtout. À quelques pas de là, le vitrail de la Création, situé quant à lui dans le transept nord, côté ouest. C'est une verrière qui reçoit la lumière de l'après-midi, qui vient de l'ouest, et qui permet justement de donner toute sa dimension à cette couleur jaune ocre. Alors jaune ocre, pourquoi? Pour signifier justement le paysage édénique, c'est-à-dire l'Éden, le paradis perdu. C'est l'histoire du paradis, vous voyez, où évoluent Adam et Ève. Donc avec des couleurs jaune ocre pour signifier ce temps d'éternité, de bonheur parfait. Oui. Ces fines analyses et ces critiques, Christian Schmitt les a consignées dans un passionnant ouvrage consacré à Chagall et ses vitraux réalisés pour la cathédrale messine. Lecture de livres et thèses consacrées à Chagall, les recherches ont été multiples pour constituer un fonds culturel sur lequel s'appuyer. Et à partir de là, j'ai commencé à recenser toutes les pièces de verre qui étaient réalisées par Chagall. Heureusement, aidé en cela par un photographe, Arnaud Banquin, qui m'a permis de travailler au plus près de ses œuvres. Parce qu'il y a des œuvres de Chagall qui se trouvent placées très haut. Par exemple, on voit les parties hautes de la cathédrale de Triforium, c'est à 20 mètres de hauteur, et quand on est dans la cathédrale, on les voit très peu. Alors Christian Schmitt passe chaque carreau de verre à la loupe et constate comment Chagall, juif de tradition hassidique, représente le monde de façon lumineuse. Il avait une vision très festive, pas du tout rigoriste de la loi. La fête était aussi importante que le respect de la Torah, etc. Oui. Donc, ces êtres étaient toujours en fête. On voit des danseurs, on voit des musiciens, etc. Donc, un monde de la fête. Et ça, on le voit très bien dans les vitraux aussi à Metz. Et ce que l'on peut ressentir également, ce sont ses nombreuses influences. Ève, dans le vitrail de la Création, il s'inspire beaucoup de l'œuvre de Gauguin, voyez, de l'œuvre de Gauguin, La Vainée. Voyez. Ça, c'est flagrant, parce qu'il était très influencé par des peintres tels que Gauguin, Van Gogh, etc. Donc, toute cette période-là, et on voit, si vous voulez, d'après le déhanchement du personnage, le même qu'on découvre chez Gauguin. Autant dire qu'avec cet ouvrage, c'est un véritable outil de compréhension que nous offre Christian Schmitt, qui ne boude pas son plaisir à valoriser le talent des autres par l'écrit. Ne vous reste plus maintenant qu'à vous laisser porter par la couleur et par les mots, pour ensuite lever les yeux au ciel et vivre l'expérience Chagall, grandeur nature.
Et je l'ai entre les mains, ce merveilleux ouvrage consacré à Chagall et aux vitraux de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Un ouvrage donc signé Christian Schmitt et paru aux éditions des Parèges. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies indépendantes de surcroît. À ce titre, il en est une qui a ouvert ses portes à Château-Salins. Elle s'appelle Le Roseau Pensant. Elle est tenue par Marjorie qui nous livre aujourd'hui son coup de cœur. J'ai choisi de vous présenter ce livre de Michael Christie qui s'appelle Lorsque le dernier arbre. C'est une découverte de Francis Gieffard dans la collection Terre d'Amérique chez Albert Michel. C'est un livre qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre. Ça commence comme un roman d'anticipation. On commence en 2038 et il y a eu une catastrophe écologique, ce qu'ils ont appelé le grand dépérissement. Il y a eu une épidémie de spores, de moisissures qui a contaminé la planète entière, les forêts entières, et la majorité des arbres ont succombé sur la planète. Donc il reste quelques îlots de verdure comme ça, et l'héroïne de départ travaille sur une de ces îles refuge au large du Canada, et c'est une des dernières forêts vierges qui reste sur la planète. Ce roman, il nous perd un petit peu au départ parce qu'on va suivre comme ça différents personnages. On suit l'héroïne et puis on suit son père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, et on va comme ça arriver jusqu'au point zéro de cette famille, là où on n'a plus aucune information finalement. On remonte le temps de 2038 jusqu'en 1905 et à partir de 1905, eh bien on va remonter le cours du temps jusqu'en 2038. Et le fait de raconter cette histoire dans les deux marches du temps avec des détails différents, des époques différentes, des réponses et des questions différentes, ça en fait un roman qui est assez extraordinaire. C'est un très très beau roman de famille qui dit les liens que l'on peut avoir sans avoir des liens de sang, simplement parce qu'on a une histoire commune, et cette espèce d'ADN commun où on peut ne pas avoir connu ses aïeux ou ne pas avoir connu son père ou sa mère, mais avoir des attributs familiaux qui sont là, qui sont innés. Et c'est un superbe roman. J'ai eu envie de sortir mon surligneur tous les 2 minutes parce qu'il y a des phrases qui sont d'une beauté incroyable. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça en lisant un roman. Donc c'est Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, et c'est une découverte de chez Albin Michel. Marjorie vous a convaincu? Eh bien courez à la librairie Le Roseau Pensant à Château-Salins ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Et décidément, les livres fleurissent en ce moment puisque l'incontournable Monsieur Cigogne a lui aussi publié un ouvrage autopublié, Balade avec une cigogne blanche, dans lequel il dévoile 80 photographies de ces magnifiques échassiers. Nos confrères de Mosaïque Cristal lui ont rendu visite. C'était la suite logique pour Monsieur Cigogne. Après l'observation de ses oiseaux préférés, puis les photos et la webcam à Sarralbe, Dominique Klein s'est lancé dans une nouvelle aventure, la publication de son premier livre photo avec 80 clichés de ces échassiers bien connus de la région. J'ai voulu essayer de rassembler 10 années de photos, 10 années de reportages sur le terrain en un petit album de 60 pages. Et la sélection fut compliquée, car il comptabilise déjà près de 10 000 photos dans ses archives. Alors j'ai pris les photos les plus parlantes, les plus expressives. Les photos, à la limite, il n'y a même pas besoin de mettre un texte en dessous. Hein. Une photo, tout simplement, une cigogne voilà, debout sur une balle ronde de paille, par exemple. Voilà, on comprend tout de suite ce qui se passe. C'était ça le plus difficile à faire. Donc il y a 4 mois de travail à peu près. Balade avec une cigogne blanche est un livre auto-édité et rédigé en français et en allemand. Vous pouvez le commander via la page Facebook de l'auteur. Depuis les fêtes, une centaine de commandes a déjà été expédiée. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour vous le procurer. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. Nous allons le faire comme toujours en musique avec aujourd'hui Lisa Dan qui sort un premier single, Maman est là. Rappelez-vous, Lisa Dan, cette jeune sarregueminoise qui avait participé à l'émission La France a un incroyable talent. Elle était allée jusqu'à la finale. Aujourd'hui, elle prépare son premier album et dévoile donc en amont un single, Maman est là, et avec lui, un clip signé de main de maître par Asdine Brahimi. Allez, bye bye. Il m'a fallu bien du courage
pour supporter les soirs d'orage, un peu d'amour, de sentiments, pour éviter tous les tourments, pour naviguer entre les vagues, entre les rêves, les terrains vagues de ma vie. Aujourd'hui je ne crains plus rien, un fil invisible me retient au bord du gouffre, du précipice. Même quand je souffre, même si je glisse, il y a sa peau, il y a ses yeux, il y a sa main dans mes cheveux et la magie. Maman est là et moi je vis, maman s'en va, tombe la pluie, maman me porte dans les abîmes, maman est forte quand je m'abîme, maman m'enivre de son sourire, me tient la main quand vient le pire. Je voudrais juste lui dire de ne jamais partir.